Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence organisée par VECA et le Cercle des acteurs territoriaux, dont le titre est « Comment faire pour que la reprise ne soit pas une nouvelle crise ». Nous sommes le 11 juin, donc un mois jour pour jour après le 11 mai, fin du déconfinement, en tout cas son allègement. Ce n'est pas un fait exprès, mais écoutez, ça tombe bien, un mois. Et il y a un mois, le Cercle des acteurs territoriaux publiait un livre blanc proposant 10 pistes d'action pour nos organisations au sortir du confinement, intitulé Ensemble et autrement. Alors c'est vrai que ça sonne un peu comme un slogan de campagne municipale, pour cela on est dans l'actualité, mais en fait, Ensemble et autrement, ça résume très bien en trois mots, je dirais, à la fois la démarche et l'objectif de ce cercle et de ce groupe. Avec une vraie dynamique de coproduction, ce groupe existe depuis un peu plus d'un an, avec pour objectif de réfléchir collectivement, d'imaginer pour nos collectivités d'autres solutions organisationnelles et managériales privilégiant responsabilité, confiance, expérimentation et la réappropriation de la valeur travaillée. Mais la première qualité de ce cercle, c'est d'abord la diversité de ses 22 membres, territoriaux pour la plupart, de tout type, de toute taille, mais aussi élus, fonctionnaires d'État, universitaires et salariés. A spontanément choisi de s'investir dans une capitalisation de toute l'intelligence, des multiples compétences des collectivités, expérimentées pendant ces premières semaines de confinement. Et le résultat a donc été la coproduction d'un livre blanc proposant 10 pistes d'action pour la reprise. Alors le mot reprise n'est pas forcément le mot idéal parce que personne ne s'est vraiment arrêté de travailler, mais en tout cas, le livre que nous avons réussi à sortir la veille de l'allègement du confinement et tous y ont participé. Ce livre a été très largement téléchargé, plus de 800 personnes l'ont déjà téléchargé et continuent de le faire. Et il a suscité de nombreux échanges, des débats, des questions que j'ai regroupées. Et le but de cette webconférence est à la fois de répondre à ces questions et puis effectivement à celles que vous allez nous poser, que j'espère nombreuses. D'ailleurs, vous pourrez télécharger ce livre blanc via un lien va vous être envoyé via le chat et vous pourrez aussitôt aller sur ce lien et le télécharger pour ceux qui ne l'ont pas. Alors, notre débat, notre échange, notre webconférence va avoir lieu avec trois intervenants qui font partie du cercle des acteurs territoriaux et que je remercie. Jean-Robert Massimi, qui est directeur général du Conseil SUP, enfin du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, Conseil SUP étant la version courte et amicale. Candice Bretel, qui est DGA ressources de la communauté d'agglo du Pays Voironnais, que je remercie particulièrement parce qu'elle a remplacé au pied levé Sonia Asni, la sous-préfète de Vervins, qui fait aussi partie du cercle des acteurs territoriaux, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui et que nous saluons, et Jean-Jacques Roux, qui est le DGS de la ville de Marignane, et moi-même, Hugues Périnel, je suis journaliste et coach et médiateur, et l'animateur heureux de ce cercle. Même s'ils ont validé ensemble les 10 propositions du cercle, l'ensemble des 10 propositions du cercle, les intervenants aujourd'hui sont aussi là pour exprimer leur propre analyse, les points de vue. Et points de vue qui seront nourris aussi de leur réalité professionnelle. Dernière chose, au cours de cette webconférence, vous pourrez poser des questions via la fenêtre questions qui est donc à la droite de votre écran dans l'interface GoToWebinar, et nos intervenants feront leur possible pour y répondre à la fois pendant et à la fois à la fin de notre webinaire. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Alors, évidemment, il était impossible pour nous d'aborder toutes les pistes du livre blanc en si peu de temps. C'est pour ça que je disais qu'on nous concentrait sur les domaines qui ont suscité le plus de réactions, de questions, voire de témoignages. Et le premier a été autour de la notion de retour d'expérience. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu et beaucoup lu qu'il allait falloir expérimenter, évidemment, ou développer ce que la crise nous avait révélé en termes de fonctionnement. Mais une fois qu'on dit ça, que faut-il retenir de ce qui questionne notre discernement, que privilégier?
et d'autre part, comment faire, ce qui questionne la méthode. Alors peut-être vous, d'abord, Jean-Robert Massimy, sachant que comme directeur général du Conseil supérieur, vous avez plus une vision, je dirais, nationale et territoriale. Et l'intérêt de vos réponses et de votre participation, c'est aussi dans le lien que vous avez avec les élus, les syndicats, et le gouvernement et les administrations d'État. Mais quel est votre regard sur ce retour d'expérience? Alors, ce retour d'expérience a permis de voir au fond que cette crise, ce moment, a permis à la fois d'accélérer et de révéler certaines choses, positives ou négatives. Positif, c'est l'implication de tous, élus, gouvernements, hauts fonctionnaires. On l'a vu, finalement, tout le monde a été sensible. Moi, par ma position, j'ai vu que le gouvernement a pratiquement pris dans la rapidité environ 30 textes pour régler les problèmes de congés, de statut, etc. Et donc, tous les managers territoriaux et les élus aussi ont eu les outils pour régler certains problèmes. Bon, il y a des difficultés autour de l'école, etc. Mais premièrement, ça a été un accélérateur. Alors évidemment, comment dirais-je, le revers de l'accélérateur, ça a été évidemment que le dialogue social n'a pas été vraiment respecté. D'ailleurs, tous les textes. On y reviendra tout à l'heure. Oui, mais je vais dire, c'est un sujet, enfin, comment dirais-je, qui pourrait faire prendre des mauvaises habitudes sous prétexte que sans dialogue social, on peut accélérer, on accélérerait toujours. Deuxièmement, la prise de conscience des managers qui ont cherché tous les moyens de régler les problèmes. Alors, j'allais dire, c'est infini puisque les expériences sont très nombreuses. En revanche, j'essaie toujours de, comment dirais-je, de pondérer les analyses. Il y a eu, du fait de comment dirais-je, du temps libre qui a été dégagé, un mélange des gens entre élus et fonctionnaires. Beaucoup d'élus se sont considérés comme pouvant et devant intervenir plus directement et donc ont souvent joué le rôle de directeurs généraux. Et donc, après cette période, il faudra rééquilibrer les choses et discuter vraiment sur quel est le rôle du politique, quel est le rôle du manager. C'était déjà présent, mais là, ça a intensifié cette question. Dans ce que vous dites, vous dites qu'à la fois certains élus se sont retrouvés un peu des directeurs généraux ou des présidents directeurs généraux de leur collectivité, mais qu'en même temps, il y avait un regard de nombreuses personnes que pendant cette crise, il y a eu une forte présence de l'administratif par rapport aux politiques. Et vous commenciez à me répondre. Oui, j'allais dire, l'administratif, c'est pas nouveau. En fait, c'est lui que territoriaux bien, c'est lui que, j'allais dire, la population rencontre en premier lieu. Et donc, ils sont restés présents, sauf exception, ils sont restés présents tout le temps et de manière plus intense ou intensive. En revanche, les élus, c'est assez nouveau, en quelque sorte, de leur présence quasi universelle et parfois ça a posé des problèmes avec les fonctionnaires. Mais honnêtement, sans rentrer dans un bilan détaillé qui sera fait probablement, les services publics n'ont pas démérité dans cette période. On l'a vu, et d'ailleurs, il y a zéro critique, enfin, sauf exception, des collectivités locales sur leur action. Donc, ça, c'est un signe que les fonctionnaires ne se sont pas démobilisés sous prétexte de coronavirus.
Merci Jean-Robert sur cette question-là. On peut remarquer quand même que s'il y a eu je veux dire, une réactivité textuelle importante du gouvernement, on peut dire exactement la même chose de ce qui s'est passé sur le terrain dans les relations entre l'État et les collectivités, mais je pense qu'on y reviendra à ce moment-là. Oui, je nuance de gouvernement, comment dirais-je, secteur fonction publique. Les textes nécessaires pour gérer les ressources humaines. Le gouvernement en général, national et dans ses structures déconcentrées, c'est beaucoup plus nuancé. Jean-Jacques Roux, sur cette question, sachant que je ne vais pas vous poser la question du rapport élu-DG, en tout cas vous concernant, mais plus sur votre regard sur à la fois le discernement nécessaire et la méthode qu'on peut éventuellement appliquer. Oui, moi, en complément de ce qu'a dit Jean-Robert, je veux peut-être insister sur le caractère inédit du format de la gestion de crise, parce que les collectivités locales, et notamment celles de proximité, à savoir les communes et les intercos, ont l'habitude, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ont l'habitude de gérer des crises, que ce soit des accidents industriels ou que ce soit des catastrophes naturelles. Ou même des incidents naturels, hein, comme la neige dans les villes du Sud. Donc, on sait faire. La grande différence, me semble-t-il, qui justifie amplement de travailler sérieusement sur le retour d'expérience, c'est le caractère inédit de la durée de la gestion de crise. C'est-à-dire que là où d'habitude les collectivités locales travaillent en gestion de crise, avec des cellules de crise, etc., sur quelques jours, là, ça a été pendant 2 mois et demi. Et donc, par conséquent, il y a un mode de fonctionnement qui s'est établi, alors que d'habitude, il était extrêmement ponctuel. Et je pense que là-dessus, donc, du coup, il y a 2 points d'alerte. Le premier, c'est qu'on doit avoir obligatoirement une capacité à tirer les leçons de ce qui s'est passé dans nos gestions et de faire attention à ne pas être très vite rattrapé, soit par les habitudes et la routine qui reviennent très vite, soit rattrapé par de nouveaux problèmes, comme par exemple l'impact financier du Covid sur nos budgets présents et à venir. Donc, il faut faire cet effort-là de ce retour d'expérience, me semble-t-il. Beaucoup y travaillent, des cercles de réflexion aussi comme le nôtre avec le livre blanc. Je voudrais également faire un deuxième petit point d'alerte qui est attention également au syndrome qui me semble très français du mouvement de pendule qui fait qu'on passe de 0 à 180 degrés très vite. Et là, je voudrais qu'on ait aussi le discernement de se rendre compte que nous avons eu à gérer une situation exceptionnelle qui a nécessité des outils et une organisation exceptionnelle. Et qu'avec un retour à la normale, il faut avoir un discernement, non pas de considérer que ces outils et cette organisation, c'est devenu la panacée, mais au contraire, de bien discerner à situation exceptionnelle, outils et organisation exceptionnelle, et qu'est-ce qui doit rester à caractère exceptionnel et qu'est-ce qui peut être intéressant de maintenir et de pérenniser dans un fonctionnement normalisé. Est-ce que à un mois après le déconfinement, vous voyez déjà, vous, des champs qui sont plus prometteurs les uns que les autres? Oui, je pense qu'il y a des champs. Je pense que d'abord, il est intéressant de mettre en place une évaluation et d'interroger individuellement et collectivement les agents sur leurs pratiques et les potentialités de leurs pratiques. Ça me paraît indispensable. On a vu de nouvelles formes de services publics apparaître. La question, d'ailleurs, qui va être abordée par la suite sur l'agilité des organisations et des processus des décisions, et évidemment, l'outil phare, le télétravail. Voilà quelques-uns des domaines sur lesquels, à mon avis, il y a beaucoup de promesses, au moins de réflexion sur ce qui peut être conservé et ce qui doit relever simplement d'une situation de crise exceptionnelle. Est-ce que quand vous évoquez des nouvelles formes de services publics, vous faites allusion à quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a eu dans cette période des communautés, des solidarités qui se sont créées à l'intérieur des équipes de manière un peu différente, parfois très efficaces. Est-ce que vous faites allusion aussi à ça?
Je fais allusion à ce qui pourrait s'apparenter un peu à la mise en réseau sur les territoires, c'est-à-dire le fait que le service public explore de nouvelles formes de services qu'il n'avait pas l'habitude de faire jusqu'à présent, surtout de l'aide, notamment, je pense notamment à l'aide aux personnes fragiles, des conciergeries, de l'assistance de ce type-là. Et également, ce qui me parut très intéressant, c'est l'agrégation d'un certain nombre de bonnes volontés qui étaient plus ou moins fédérées sur le territoire, mais qui travaillaient peut-être plutôt de manière isolée. Et voilà, la conjonction d'initiatives publiques, d'initiatives privées, d'initiatives individuelles au profit d'un même objectif et de quelque part de service public. Voilà, je trouve ça assez intéressant à observer et à capitaliser pour la suite sur nos métiers de service public. Candice, sans rentrer dans la partie, puisqu'on a essayé de séquencer nos propos, la partie agilité décisionnelle et organisationnelle, est-ce que vous avez des éléments éventuellement de réaction par rapport à ces propos? Non, simplement, je crois que ce qu'a dit Jean-Jacques, c'est vraiment, vraiment le fondamental, c'est vraiment l'enjeu là maintenant, parce que c'est vrai que c'était pas un fonctionnement normal. Et je crois que l'enjeu là maintenant, c'est vraiment d'aller observer et de se donner des outils d'observation et de recueillir ce qui s'est passé pour voir ce qu'on garde en fait, quoi. Comment on fait le tri quoi maintenant entre ce qui était nécessaire de mettre en place et ce qui a bien fonctionné, mais pour une période inédite, totalement inédite de crise. Alors c'est vrai que je nuançais un peu ce qu'a dit Jean-Jacques parce que en fonction des territoires, on n'était pas tous bien outillés, bien armés pour la gestion de crise. En tout cas, les intercos peut-être ont un peu moins d'habitude, n'ont pas forcément de plan communaux de sauvegarde, etc. Bon, donc c'était un petit peu plus en route, j'ai envie de dire. Elles sont souvent plus jeunes aussi. Voilà, un peu plus jeunes des fois. En tout cas, ce qui me semble important, voilà, juste en termes de réaction, hein, c'est que qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qu'on garde et qui pourrait venir transformer et qui pourrait venir vraiment transformer nos organisations demain, quoi. Voilà. Alors, il y a déjà deux questions que je voulais vous poser qui viennent de nos internautes. Hier soir, on entendait sur toutes les chaînes de télé cette phrase qui résumait la situation après les premières enquêtes, qui est: le problème n'est pas de ne pas avoir été préparé, hein, mais de ne pas avoir pu agir ensemble. Et ce qui est effectivement assez représentatif de ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez, pour répondre à nos internautes, que plus de décentralisation accompagnée d'une mutualisation, je m'adresse aussi à Candice pour ça, pourquoi pas au niveau régional, donnerait une meilleure efficience de nos services publics? Et en fait, c'est toujours la question de savoir, face à une crise, est-ce qu'il vaut mieux une organisation centralisée ou une organisation décentralisée? Alors, difficile d'y répondre, mais peut-être une première réaction de la part d'un d'entre vous. Moi, ce que je peux dire, c'est que tant que je prends la parole, puisque moi, je pense que c'est pas forcément que la solution n'est pas forcément structurelle. Je pense que la solution, elle est d'abord dans les attitudes et la manière dont on a envie de travailler. Moi, je prends un exemple là-dessus. Le retour d'expérience communale qu'on peut faire, c'est on s'est retrouvé en première ligne du fait qu'on était service de proximité, dans une ambiance absolument incroyable de fin du monde et sans aucune visibilité sur la situation réelle sur le plan sanitaire. Et je ne sais pas quel était… Vous étiez informé par les médias, quoi, en fait. Voilà, on n'était informé que par les médias. Alors, je ne sais pas quel était le niveau d'information des préfectures et des sous-préfectures, mais ce ressenti et ce vécu, hein, parce que c'est plus que du ressenti, ce vécu d'avoir agi, d'avoir organisé les choses sans aucune visibilité sur ce qui se passait sur le plan sanitaire, sur la gravité de la situation, en fait. En 2020, ça paraît quand même relativement incroyable. Juste une petite réaction. Ouais, je pense que c'est très contrasté en fonction des territoires. Nous, le préfet a été très présent avec des audioconférences où il a réuni, je veux dire, les collectivités les plus importantes. Et pour le coup, on a eu beaucoup d'informations.
Donc, je pense que là où aussi ça peut paraître, voilà, c'est que la décentralisation, elle ne s'est pas exercée de la même manière de partout. Donc, bon, est-ce qu'il faut regarder ça et essayer de voir. Donc, je pense aussi qu'effectivement, les personnes ont beaucoup compté, hein, comme toujours dans une gestion de crise, quoi. Alors, parlons un peu des personnes, d'abord les circuits de décision et sur les organisations, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui craignent aujourd'hui, dans le privé comme dans le public d'ailleurs, hein, que rien ne change dans nos process, quoi. Et bon, pourtant, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette crise. Vous, Candice, quelles sont selon vous d'une part les priorités, hein, et puis est-ce qu'il faut modifier nos processus décisionnels, nos modes de réunion, et essayer de ne pas retomber dans certains travers qu'on avait avant, et surtout avec ce risque qu'on entend aujourd'hui, peut-être un peu plus dans le privé que dans le public, de ce sentiment d'avoir besoin de rattraper le temps perdu, quoi, si je puis dire. Bah, c'est vrai que sur la question de l'agilité là, décisionnelle et organisationnelle, moi je trouve qu'effectivement des retours qu'on a des territoires, ben, on peut être très fier de ce qui s'est passé parce que on voit que il y a eu une grande capacité d'adaptation. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses différentes et c'est vrai que ce que je retiens, moi, c'est que finalement, cette crise, elle a changé nos référentiels. Alors, certes, elle a pu être angoissante, voilà, elle a perturbé, mais en même temps, elle nous a permis de faire quelque chose qui est important pour moi, qui est le pas de côté. Et je trouve qu'on s'est vraiment mis en situation d'apprendre, en fait. Ça nous a permis, en fait, de pas refaire la même chose tout le temps et d'expérimenter, en fait, d'oser, en fait, hein, expérimenter. Il y avait moins cette problématique du si je me trompe, qu'est-ce qui va se passer? On est allé à l'essentiel. Et ça, je trouve que ça s'est expérimenté à tous les niveaux de la hiérarchie. Et moi, j'ai eu des cadres hein, qui ont eu des espèces d'eureka en me disant d'un coup, ben, en fait, je me suis autorisée à sortir du cadre un peu hiérarchique ou un peu administratif. J'ai lancé des initiatives, j'ai vraiment compris ce que c'était que de travailler par mission ou en mode projet, quelque chose qui était un peu théorique, qui leur a paru évident. Et d'un coup, ils ont eu un eureka sur, ah bah oui, mais il y a eu de la prise d'initiative, il y a eu de l'autonomie, il y a eu de la confiance. Et c'est génial, j'ai qu'une envie, c'est continuer comme ça. Ce qui Donc veut dire voilà. ce qui veut dire, Candice, enfin on en parlera tout à l'heure, qu'aujourd'hui, il y a des personnes, des cadres et des agents qui reviennent et qui reprennent un rythme de travail un peu différent, mais avec cette prise Oui, de conscience et qu'il faut en faire quelque oui. chose. Voilà, moi je pense c'est vrai qu'on en reparlera après, mais je pense qu'il y a vraiment la question de recueillir hein, le vécu, le récit. Ça me paraît être un point important. Et puis ensuite de voir ce qu'on garde et ce qu'on capitalise. Alors c'est vrai qu'à titre d'exemple, là tu peux en parler un peu Hugues, moi bon, c'est vrai que le fonctionnement des cellules de crise, même si c'est un fonctionnement particulier de crise, on a quand même vu qu'on avait des rôles clairement identifiés, des équipes pluridisciplinaires, des membres avec à la fois des experts puis à la fois des personnes qui étaient là plus pour prendre des décisions. Je trouve que ça a vraiment montré que ce type d'organisation pouvait fonctionner à d'autres niveaux. Voilà. On a aussi des personnes qui sont complètement sorties de leur champ de responsabilité. Moi, je vois par exemple, on a eu une opération de distribution de masques à la population. Ça a été pris en charge par des gens dont c'est pas du tout le métier ou la compétence, qui ont créé leur petite équipe. Donc voilà, des genres de choses qui a très bien fonctionné. Les réunions, on a vu qu'on avait expérimenté des outils nouveaux avec des gestions du temps différentes, parfois plus d'efficacité. Alors certes, hein, on perd des choses, mais ça fera partie du bilan à produire. On perd du lien, mais on a gagné dans certains cas de l'efficacité. Beaucoup d'écoute, hein, parce que du coup, bah, on voit bien là, quand on fait un webinar, on est obligé de s'écouter. On ne peut pas tous prendre la parole en même temps, on ne peut pas se couper la parole. Donc ça met les règles du jeu tout de suite en place. Voilà, on a une communication aussi beaucoup plus directe parce qu'on s'est adressé régulièrement souvent aux salariés et aux habitants. Et pour le coup, on a pu expérimenter parfois aussi un dialogue social différent. En tout cas, nous, c'est le cas sur notre territoire, beaucoup plus souple, beaucoup plus allégé et qui a été aussi, je pense, qui pourrait être repris en fait, hein, qui pourrait être poursuivi plus tard. Quoi. Voilà. Ça, c'est Donc, je quelque trouve chose qu'on a vraiment été dans un processus d'apprentissage. Quoi. Voilà.
C'est quelque chose qu'on verra tout à l'heure, mais comme vous parliez de décentralisation, le dialogue social a été vécu de manière très différente selon les collectivités, hein, et également aussi. D'ailleurs, juste dans les partenariats externes, si je puis dire, on a une question sur le fait, je peux vous poser la question peut-être à la fois à Jean-Jacques et à Candice, est-ce que vous avez travaillé en lien avec les cellules dédiées mises en place par les ARS sur vos territoires? Non. Non. Nous, on a eu un lien avec l'ARS, oui, pour des établissements publics médico-sociaux, mais pas. Enfin, on avait des informations hein, régulièrement quand même. Voilà, mais on a eu beaucoup de difficultés à avoir des informations claires sur tout ce qui concerne les masques, les dotations en masques. Ça a vraiment été le sujet quand même des cellules de crise. Jean-Robert, dans le cercle du Conseil supérieur, des sujets qui ont été évoqués. Je crois que le problème, et Candice et Jean-Jacques en témoignent, a été le nouveau dosage entre procédure et initiative. Évidemment, l'administration en partie composée de procédures pour que chacun sache ce qu'il a à faire. Là, l'initiative était, comment dirais-je, favorisée et nécessaire. En revanche, à quel moment faudra-t-il encadrer les initiatives qui deviennent donc des procédures? Ça, c'est un problème de retour et je dirais c'est le véritable retour d'expérience. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas? Les gens qui ont pris l'habitude d'avoir des initiatives, d'être autonomes, de se dispenser probablement des autorisations d'une hiérarchie, est-ce qu'ils rentreront dans le rang, etc., etc. Donc ça va bouger les procédures, mais aussi bouger le vécu de la hiérarchie. Et ça, j'allais dire, c'est accepté ou pas accepté. C'est évident. Oui, par rapport à ça, oui. Ouais, ce qui m'apparaît vraiment important, c'est de ne pas casser les dynamiques. Effectivement, alors sachant que les salariés ont vécu des choses très différentes, hein. Il y en a qui ont été exposés, il y en a qui ont été en autorisation spéciale d'absence, il y en a qui ont été en télétravail. Enfin, on a affaire aussi à des salariés qui ont un vécu très différent. Mais bon, il y a vraiment eu on voit qu'il y a eu des leviers de motivation différents, des prises de conscience, et je pense vraiment il y a un enjeu à ne pas casser la dynamique et à trouver les moyens d'interroger à la fois les managers à tout niveau, encadrant de proximité jusqu'à la direction générale, et les salariés sur effectivement qu'est-ce qui a été positif finalement et qu'est-ce qu'ils aimeraient garder demain et voir quelles propositions ils feraient pour continuer à vivre positivement les choses, quoi. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de questions hein, sur les formes d'organisation à venir, qu'est-ce qu'on va pérenniser, qu'est-ce qu'on va bannir. Alors peut-être à un mois, est-ce un peu tôt, mais pour y répondre. Jean-Jacques, sur je dirais, la facilitation des process de décision, est-ce que vous avez pu ressentir à Marignane et dans votre analyse? Oui, le vécu est le même que ce qu'a relaté à la fois Jean-Robert et Candice. Moi, le point sur lequel je voudrais insister en complément de leurs interventions, c'est le fait que il me semble qu'avec la gestion de crise longue durée, je vais dire, on se retrouve avec la confrontation de deux modèles managériaux. On a le modèle managérial qui était le modèle managérial en vigueur et qui était assez encensé, qu'on appelle basiquement le modèle managérial participatif, qui se traduit par quoi, rapidement? Le souci de la dynamique de groupe et de l'esprit d'équipe, le souci de donner du sens et de la compréhension à tout le monde, et le souci de faire monter tout le monde en compétences et en même temps. L'inconvénient de ce management-là, c'est qu'il faut qu'il y ait tout le monde, c'est lourd et c'est lent. Et à côté de ça, mais par contre, c'était le modèle à suivre, tout le monde a entendu, il faut donner du sens aux équipes, etc., etc. Le souci de la montée en compétences est extrêmement important, surtout pour ceux qui sont qui prennent des structures en retard.
etc. Et à côté de ça, la gestion de crise, qui a un management particulier, mais qui a duré 2 mois et demi, a fait émerger peut-être un autre modèle de management, un management de crise, mais qui peut perdurer, où on retrouve tout à fait d'autres caractéristiques. Donc, on est moins nombreux, c'est plus souple, c'est plus direct, c'est moins pédagogique, c'est économe en temps. Voilà. Et ce que tu viens de décrire un peu, Candice. Jean-Jacques, qu'est-ce que vous voulez dire par moins pédagogique? Ben, moins pédagogique parce que quand on est dans l'action et dans la réaction, on peut passer moins de temps à donner du sens, à faire en sorte que tout le monde comprenne pourquoi on agit comme ça. Voilà. Vous voyez, et ça, pour moi, c'était une caractéristique assez forte du management participatif, qui a un côté très pédagogique les équipes ont besoin de sens, elles ont besoin de comprendre pourquoi on évolue, pourquoi on travaille de telle manière, etc., où on va, etc. Quand on est en management de crise, on n'a pas le temps de faire ça. Et dans ce côté rapide, plus direct, moins pédagogique, est-ce qu'il n'y a pas un impact important des NTIC? Et il y a également un impact, parce que comme l'a souligné Candice, notamment pour les réunions, maintenant il y a la question des visioconférences, voilà, et les nouvelles technologies qui avaient déjà une part importante dans les organisations semblent, si on est attiré par ces nouveaux modèles de fonctionnement, prendre encore une ampleur supplémentaire. Alors d'abord, il faut peut-être rappeler que les nouvelles technologies, ça coûte fort cher, aussi bien en investissement et surtout en fonctionnement avec les abonnements et les contrats de maintenance. On a tendance un peu à l'oublier, hein, même s'il y a des gains de productivité importants, ce sont des acquisitions très lourdes. Et là où on a également un point d'alerte, à mon avis, sur la question des nouvelles technologies, c'est une nouvelle facturation des groupes et notamment et aussi dans l'encadrement, parce qu'il faut le mettre sur la table aussi, il y a des niveaux extrêmement hétérogènes sur l'appropriation et l'utilisation des nouvelles technologies. Et moi, je ne donne qu'un exemple où c'est extrêmement visible. Les organisations qui se dotent d'outils avec des outils de partage de documents, on voit très bien se former les groupes qui ne sont pas des groupes projets, comme parlait Candice, mais qui sont des groupes de j'utilise ce type d'outil ou je n'utilise pas ce type d'outil. Voilà. Quand vous partagez un document où tout le monde peut venir et le modifier et le faire avancer, ben, ne vont venir que ceux qui aiment travailler sur ces outils-là ou qui savent travailler sur ces outils-là. Et donc, il y a des risques importants de fracture dans les groupes, entre les agents et même au sein même des équipes de cadre. Alors, je vous propose qu'on avance parce qu'on a beaucoup de questions. D'abord, juste une petite question, parce que celle-là est importante. C'est vrai qu'il y a des nouveaux mots qui sont apparus dans notre langage courant, si je puis dire, hein, cluster, confinement, déconfinement, mais il y a un mot qu'on a assez peu vu, ou assez peu entendu pendant cette période, c'est le mot absentéisme. Et pourtant, voilà, il y a une question qui nous est posée sur ce qu'on a, vous avez constaté un absentéisme atypique, entre guillemets, ce qui fait beaucoup de… Je vous laisse interpréter, mais est-ce que brièvement, si vous avez des éléments de réponse, vous pouvez répondre à cette question? Sur l'absentéisme, j'allais dire, c'est avant que le problème était mal posé. Donc, effectivement, si le mot est disparu, c'est pas forcément mauvais. L'absentéisme recouvrait énormément de choses, la maladie, l'absence volontaire, etc., etc. Et j'allais dire, il aurait fallu, avant le confinement, préciser ce qu'on qualifiait vraiment juridiquement, techniquement d'absentéisme. Là, évidemment, ça ne s'est plus posé parce que tous les gens étaient à la fois absents et actifs. Donc, ça a révélé au fond le creux du concept d'absentéisme. Voilà, moi, ce que je pense. Et il faudra reprendre les choses à la lumière de la manière dont les gens ont agi pendant la période de confinement, quel que soit leur statut, ASA, télétravail ou autre. Candice, brièvement sur ce point-là? Non, brièvement, moi, ce que je voulais dire, mais c'est un point de vue personnel, hein, franchement, j'assume, c'est que je trouve que la crise a été une loupe grossissante
de ce qui était déjà à l'œuvre avant, de ce qui se passait déjà avant. Donc, je trouve pas que ça a amplifié l'absentéisme. Bon, il y a bien sûr les cas des gens dans les 11 pathologies, hein, voilà, c'est évident en termes de protection. Mais enfin, moi, ce que j'ai observé, c'est les gens sur qui on pouvait compter, bah, ils ont été là, et ceux pour lesquels il y avait déjà des difficultés, bah, ça s'est pas arrangé, quoi. Voilà. Mais on n'a pas eu d'augmentation de l'absentéisme au sens juridique strict, hein, de l'absentéisme. Voilà. Mais bon, par contre, c'est très intéressant ton analyse, Jean-Robert. D'ailleurs, il y a un internaute qui nous pose une question très, très brève qui dit davantage d'absence de courte durée en maladie ou au contraire un surinvestissement collectif. Oui. Voilà. Je pense que c'est assez juste. Alors, je vous propose que, puisqu'on parle des personnes de surinvestissement et de présence, qu'on parle de. Alors, c'est aussi mots qu'on a entendus souvent, qui sont les mots des petites mains, des invisibles, qui ont fait l'objet je dirais, d'une forte prise de conscience, ce qui pose de multiples questions, hein, qui sont des questions déjà salariales, savoir qui va payer, de choix, pourquoi certains et pas d'autres, et évidemment de reconnaissance, d'accompagnement, ça questionne aussi le management, et puis ça questionne également ce que vous évoquiez tout à l'heure, Candice, c'est sur le fait que chacun n'est pas revenu de la même manière au travail, si je puis dire, pour ceux qui s'étaient en tout cas arrêtés, et que les personnes ont été impactées très différemment par cette période de crise sanitaire. Sur cette question de reconnaissance et de gestion des petites mains et des invisibles, quel est votre regard, Jean-Jacques Roux? Je crois que le mot, effectivement, essentiel sur la question des invisibles, petites mains, le métier pénible, le vocabulaire qu'on voudra utiliser, c'est le mot de reconnaissance. Je pense qu'il y a, si on veut s'attarder quelques minutes sur le mot reconnaissance, je pense qu'il y a deux approches au niveau de la question de la reconnaissance. Il y a d'abord pour moi deux types de reconnaissance. Il y a la reconnaissance du travail qui a été fait pendant le Covid. Et ensuite, il y a une problématique beaucoup plus de fond et beaucoup plus générale qui est la question de la reconnaissance des métiers dans la culture et dans la hiérarchie culturelle et historique des métiers dans chacune des organisations. Je crois qu'il y a ces deux entrées, ces deux approches-là. Et il faut rajouter qu'il y a deux grandes formes de reconnaissance. C'est ma typologie, hein, la reconnaissance matérielle et ce que j'appelle la reconnaissance immatérielle. Évidemment, quand on parle de reconnaissance et de métier, a fortiori sur des métiers, on va dire, considérés comme secondaires, vient tout de suite à l'esprit la reconnaissance financière. L'État s'y est pas trompé avec la prime exceptionnelle qui a été mise en place, me semble-t-il, par décret du 14 mai. Voilà. C'est très bien, évidemment, mais un, c'est ponctuel, et deux, ça ne répond qu'à la reconnaissance du travail qui a été effectué. Je pense, moi, à titre personnel, qu'on ne peut pas et on ne peut plus faire l'économie de travailler sur la deuxième reconnaissance, qui est la reconnaissance des métiers par une meilleure équité dans la hiérarchie des métiers des organisations. Ça passe, à mon avis, par un travail de gestion de ressources humaines autour des grilles salariales. Un certain nombre d'organisations ont des grilles salariales, mais bien souvent, ce sont des grilles salariales d'encadrement, où on pose des niveaux de responsabilité et on veille à ce que les régimes indemnitaires par niveau de responsabilité soient relativement homogènes, quelle que soit la direction, quelle que soit la filière, voire même quel que soit le lieu géographique, parce que souvent loin du cœur, loin des yeux. Donc ce travail-là, il est fait pour les trois catégories, A, B, C, mais pour la C, uniquement pour celle qui encadre. Voilà. Malheureusement, très peu de collectivités et d'organisations vont jusqu'à travailler sur la catégorie C non encadrante, où on voit quand même des disparités qui interpellent. Voilà. Moi, je vois des organisations où il peut y avoir 40% de régime indemnitaire d'écart moyen entre le personnel d'entretien et un ouvrier du bâtiment. Est-ce normal? Et à la limite, la question est-ce normal est fondamentale parce qu'en général, on ne s'est jamais posé la question. Or, elle mérite vraiment d'être posée. Le deuxième point que je voulais indiquer, alors un bémol quand même sur ce plan-là, c'est un chantier extrêmement compliqué. Hein.
pour deux raisons. La première, c'est que… Jean-Jacques, je vais vous demander de resserrer un petit peu vos propos. Oui, on a un problème financier derrière, forcément, et il y a un problème de comment peut-on définir ce qui est utile et ce qui est pénible sur l'ensemble des corps de métier. Ça me paraît un exercice très difficile. Le dernier point, et je termine là-dessus sur la reconnaissance, c'est qu'il y a une toute autre reconnaissance qui est tout aussi importante que la reconnaissance financière et qui est très attendue par le personnel, c'est la reconnaissance que j'appelle immatérielle. Voilà. Qu'est-ce que ça coûte de mettre en avant et de mettre en valeur certains métiers et certains agents dans la communication interne de l'organisation? Qu'est-ce que ça coûte de faire la même chose lors des vœux au personnel? Rien. Et même si je suis un peu long, excusez-moi, un dernier exemple là sur la posture des cadres et notamment des cadres supérieurs qui ont un rôle à jouer sur la reconnaissance des petits métiers, on va dire. Voilà. Quand je vois, anecdote personnelle, il y a quelques années, mais il n'y a pas très longtemps, que je viens à l'accueil, que je dis bonjour, que je reste 2-3 minutes à discuter avec elle, que je repars et qu'au bout de quelques pas, on me crie « Merci, monsieur Roux ». Je m'arrête, interpellé par cela, je m'approche, je retourne les voir, je dis « Mais pourquoi vous me dites bon, merci ?» Elle me répond « Parce que vous êtes le premier dans vos fonctions qui nous dit bonjour le matin. » La reconnaissance, elle démarre là. Jean-Robert, sur ce sujet-là. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Jacques sur tous les propos. Là aussi, la crise a été un révélateur, un accélérateur. Ces invisibles n'ont pas, j'allais dire, ne sont pas apparus brusquement. Ils avaient le même métier, tout aussi invisible avant. Mais effectivement, pour revaloriser les grilles et reconnaître financièrement, je prends qu'un aspect de la chose, c'est très très compliqué. On l'a vu il y a plusieurs années pour PPCR, quand on change les grilles des catégories C, il faut remonter tout et ça finit par coûter très cher et j'allais dire même sans être radin en quelque sorte, il faut calculer sur des masses énormes et donc tout le monde est prêt à reconnaître les invisibles, mais j'allais dire que ça sera un chantier très complexe au plan statutaire, au plan des primes, etc. Alors, ce que je vous propose, parce que le temps passe très vite, on va prolonger, je pense, la conférence jusqu'à 12h15, parce qu'il nous reste, sinon il ne resterait qu'un quart d'heure. D'abord, une question sondage qui va être posée aux internautes, qui va apparaître sur l'écran, à laquelle vous, quand vous la verrez, vous répondrez par oui ou par non, et nous verrons les résultats et nous les proposerons à nos deux intervenants. Pensez-vous que la crise que nous venons de vivre aura un impact durable sur les circuits de décision dans vos organisations? Voilà, vous répondez par oui ou par non, et nous solliciterons les remarques de nos intervenants sur les résultats de ce sondage. Candice, est-ce qu'on pourrait s'arrêter un moment? Alors, on va être obligé d'être un peu plus bref, malheureusement, hein, sur, je dirais, tous les problèmes d'organisation qui se posent. C'est vrai que pendant la période qu'on a vécue, les fameux silos ont un petit peu explosé. Il y a donc derrière nous un véritable champ d'investigation afin de tirer des enseignements possibles qui concernent des tas de sujets, qui concernent aussi bien la place des services RH quand même, qui ont été largement et qui vont être largement sollicités, la formation, la communication, le rapport avec les élus. Et puis surtout, comment fait-on est-ce qu'on redonne la même place aux uns et aux autres après la crise? Quel est votre regard par rapport à ça à l'intérieur de votre interco? Du coup, je vais essayer d'aller plutôt sur le comment, là, pour essayer d'être un peu concret. C'est vrai que nous, l'idée qu'on a effectivement là sur notre interco, mais on n'est pas les seuls, hein, il y a beaucoup d'écrits sur le sujet et je voulais prendre le terme de résilience puisque c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Avec un petit clin d'œil à Boris Cyrulnik quand même, qui en a un peu la paternité. Et nous, concrètement, sur le comment, moi, je pense que l'enjeu, là, c'est d'accompagner ces transformations là, de l'organisation
Moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut mobiliser des ressources sur la base du volontariat, des gens qui ont envie d'être dans cette dynamique et qui vont être un peu les… moi, je crois beaucoup à l'irrigation, quoi. Voilà. Donc après, il faut que ce soit des gens qui puissent fonctionner par cercle concentrique et par leur posture, par les valeurs managériales qu'on a pu vraiment du coup là expérimenter, des nouvelles valeurs, qui puissent vraiment que ça irrigue sur toute la collectivité. Donc moi je crois beaucoup quand même, on a entendu parler de cellules de résilience, alors on pourra leur donner le terme qu'on veut, mais en tout cas d'avoir une équipe ressources dont le boulot, ça va être vraiment de réfléchir à comment on qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc, le récit dont j'ai parlé tout à l'heure, le bilan, est-ce que c'est des entretiens individuels? Est-ce que c'est des questionnaires collectifs? À quel niveau? Qu'est-ce qu'on pose comme question, etc. Et qu'est-ce qu'on capitalise et qu'est-ce qu'on veut vraiment du coup garder? Parce qu'on sait très bien que le changement, c'est pas naturel. On a tendance à vouloir revenir à son niveau de départ, à l'homéostasie. Donc, si on va accompagner un changement de niveau beaucoup plus structurel, ça s'accompagne. Il faut des facilitateurs, il faut des personnes à l'intérieur de l'organisation dont c'est le rôle. Et je pense que là, les DG ont vraiment un rôle important à mettre en place ces cellules, à les accompagner. Donc ça me paraît sur le comment, ça me paraît être une méthode voilà, qui peut fonctionner. Et bien sûr, dans un des sujets principaux sur la réorganisation, il y a le bilan sur le télétravail. On n'en a pas encore parlé, mais il faut absolument aller regarder ce qu'il y a. C'était pas du vrai télétravail, hein. Je veux dire, on est d'accord, hein, 5 jours sur 5, c'est pas du télétravail, mais quand même, on a eu une… Travail à distance. Voilà, travail à distance. On a quand même eu une augmentation grandeur nature qui a un vivier incroyable d'expérience. Et je pense que nous, en tout cas, il y a beaucoup d'attentes de nos salariés pour savoir qu'est-ce qui va se passer sur ce sujet-là en septembre. Est-ce qu'on va mixer justement du présentiel, du à distance, comment, avec quel cadre? Voilà. Puis je voulais dire aussi que la place du service RH, c'est vraiment effectivement des acteurs qui ont été fondamentaux là pendant la crise. Ils sont parfois malmenés dans nos structures. Je pense que c'est le moment de valoriser leur place. On a besoin d'eux. Par exemple, sur les primes, je veux dire, on a un outil qui est le RIFSEP, qui est effectivement d'une complexité incroyable. Il va falloir quand même le reprendre. On a besoin de nos services RH et on a besoin pour accompagner ces transitions de formation sur les outils. On a vu les NTIC, mais pas que sur la posture, parce qu'on a beaucoup parlé de posture ici, là, entre nous. Et donc ça s'accompagne, il faut former les gens, voilà. Donc dans le comment, voilà, j'avais envie de retenir ça. Voilà. Très bien. Jean-Jacques, sur ce sujet-là, peut-être un mot aussi sur, parce qu'on l'évoque assez peu, comme d'habitude, j'allais dire, l'encadrement intermédiaire. Parce qu'on parle des agents, on parle des managers, mais il y a tout l'encadrement intermédiaire qui a été au front et qui fait partie de ces personnes qui reviennent aujourd'hui et qui sont dans l'attente. Oui, il y a à la fois beaucoup d'attentes et puis beaucoup d'inconnus sur le fait que est-ce que grosso modo le fonctionnement va se normaliser relativement vite et voilà, avec euh, les nouvelles, un retour de la routine et des habitudes pour chacun dans son périmètre, ou est-ce qu'il va y avoir des changements profonds? Je crois que là on est vraiment sur sur une mutation, enfin, en tout cas sur un moment charnière de basculement. Mais c'est encore difficile à décrire parce que on sort quand même à peine de l'insécurité sanitaire, je dirais, pour le personnel, qui a quand même énormément mobilisé les esprits et puis les ressources. La définition du nouveau modèle, on revient un peu sur la conversation au début, c'est-à-dire que la définition de changement dans le caractère opérationnel des structures, ben, il est amorcé simplement maintenant. Voilà. Et on est en train simplement de récupérer à peu près tout le monde. Et encore, il y a encore des gens qui sont hors du système avec les ASA. Donc on est un peu encore en friche là. Donc c'est assez difficile de répondre très précisément sur certains corps de métier. Je vais vous donner les résultats du petit sondage. Et on voit que c'est un optimisme mitigé sur l'avenir. C'est-à-dire, pensez-vous que la crise que nous venons de vivre aura un impact durable sur les circuits de décision dans vos organisations? Eh bien oui, 51%, non 49%. Ça veut dire qu'il y a
voilà, un doute qu'on peut comprendre, hein, et en tout cas qui pose vraiment le sujet du problème que l'on évoque. Bon, c'est difficile de savoir quelles étaient les fonctions de ces personnes-là, mais enfin, en tout cas, c'est l'échantillon qui va nous répondre. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants sur, comme on l'avait prévu, sur la notion, sur le dialogue social? C'est-à-dire que est-ce que cette période, alors effectivement, parmi moi, tous les interviews que j'ai pu mener, on voit que selon les collectivités, il y a de grandes différences, hein, sur la vérité du dialogue social. Il y en a un endroit où il n'y en a pas eu du tout, des endroits où il a été un peu plus présent, et grâce notamment au NTIC, c'est ce que Grandis évoquait. D'autres où ça a été très, très créatif, au contraire. Est-ce que ce n'est pas justement peut-être l'occasion peut-être pas de réinventer, mais en tout cas de reposer la question du dialogue social, de la posture de chacun dans cette période un peu compliquée et un peu fragile, de manière à revenir à quelque chose de véritablement de qualité et constructif. Et tout ça, on partage avec les acteurs sociaux. Jean-Jacques, peut-être. Moi, je crois que beaucoup de choses relèvent de l'état d'esprit. Moi, ce qui me, pour ce que j'ai vu, qui était plutôt donc de ne pas être très actif, hein, sur le dialogue social, dans mon environnement professionnel proche, je me demande si c'est pas un problème de posture. C'est-à-dire que et des deux parties, hein, que ce soit bien clair. C'est-à-dire que on s'est figé dans un schéma de fonctionnement qui est que on a un jeu de rôle à jouer dans un rapport de force. Donc l'employeur c'est le gentil et le syndicat c'est le méchant côté employeur. Et quand on est à l'inverse, bien entendu je caricature, l'employeur c'est le méchant et le syndicat c'est le gentil. Et première posture caricaturale, mais je pense qu'il y a quand même de la vérité là-dedans et de la réalité. Et deuxième posture, on a des moments privilégiés dans l'année de dialogue social et on s'en tient là. C'est notamment les instances paritaires. Voilà. Et moi, ça ne s'est pas produit, hein, là où je travaille, mais après coup, je me dis, par exemple, est-ce qu'il ne serait pas temps, comme on a une cellule de crise opérationnelle, qu'il y ait, par exemple, un CHSCT-CT de crise qui se réunit de facto quand on est dans une situation de crise et qui travaille de manière quasi simultanée par rapport à l'organe décisionnel qu'est la cellule de crise. Plutôt que de se retrouver dans une situation où il n'y a rien, ou comme on a pu faire nous, c'est-à-dire de donner les informations a posteriori au fur et à mesure pour tenir informé. Je pense là pour moi, il y a un nouveau modèle à inventer. On parle d'agilité décisionnelle et organisationnelle. Pourquoi n'y aurait-il pas de l'agilité dans le dialogue social aussi? Jean-Robert et Candice, sur ce point-là, relativement brièvement, si c'est possible. Oui, moi je suis d'accord avec Jean-Jacques. On est prisonnier d'un formalisme et d'un antagonisme entre les syndicats et les employeurs. Moi, je pense qu'il faut développer des initiatives pour tous. Et d'ailleurs, le rapport sur la négociation collective qui est sorti à une semaine prévoit un certain nombre d'assouplissements. Mais effectivement, c'est un problème de culture traditionnelle et de posture des acteurs, des partenaires sociaux. Candice, un mot, si tu le souhaites, sur ce point. Oui, je pense qu'il faut, enfin, ça dépend de ce qui se pratiquait avant, effectivement, et des postures. Mais là, il y a l'occasion, je pense vraiment de rénover le dialogue social, de reposer les bases d'un dialogue. Nous, c'est ce qu'on avait fait, ce qui nous a permis d'avoir une instance non officielle, là, qu'on a réunie en visio tous les 15 jours. Et on a eu un CT, CHSCT, avec une composition un peu inédite, spéciale crise. Donc, c'est totalement possible, je pense, mais ça nécessite un travail d'écoute et de contractualisation sur le sens du dialogue social dans la collectivité et sur les postures. Il y a des choses à se dire, voilà, et de poser un peu des règles de fonctionnement communes. C'est ce qu'on avait fait avant et j'incite tout le monde à le faire, utiliser ce qui vient de se passer pour en profiter, pour proposer ça aux organisations syndicales. Voilà. Et après, chacun prend ses responsabilités. Hein. C'est toujours en co-responsabilité. Voilà. Alors, je propose qu'on avance. On a beaucoup de questions sur le télétravail que je vais. Et on va essayer de regrouper. Je m'aperçois d'ailleurs que je suis passé d'un vouvoiement de forme à un tutoiement avec vous, mais enfin, je continue donc comme ça. Bon, le télétravail, c'est vrai que ça a été un peu je dirais, la vedette du confinement. Pas trop ce mot-là, mais c'est un peu la réalité.
Alors, on l'évoquait tout à l'heure, de quoi parle-t-on en fait? Parce qu'il y a quand même une grande différence entre un travail à distance imposé, sans outils, etc., et un télétravail organisé, si je puis dire. Alors, comment gérer et puis comment gérer ce qui peut paraître un paradoxe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une grosse demande de collectif d'un côté, et puis il y a un souhait de la part de certains de développer le télétravail. Donc, pour aller vite, Jean-Jacques, Candice et Jean-Robert dans cet ordre-là, si vous le voulez bien. Alors, moi, je voudrais peut-être insister. Bon, vous m'arrêtez hein, quand mon temps de parole était. Moi, je voudrais insister sur le. Dans les visioconférences d'ailleurs, parce que. Vous m'arrêtez, donc non pas vous m'arrêtez, donc je vais continuer sur le télétravail. Pour moi, il faut s'arrêter quand même 2 minutes sur son caractère très particulier. Oui. Parce que le télétravail pour moi, et quand on réfléchit sur la manière de mettre en place le télétravail, je voudrais insister sur le fait qu'il me semble qu'il faut avoir la vision suivante. C'est que le télétravail, il a une portée professionnelle, évidemment, que ce soit sur la production, que ce soit sur le management, que ce soit sur les conditions de travail, les locaux, mais il a une portée sociétale. Et nous, spécialistes de la proximité, spécialistes de la gestion, ça me semble indispensable de l'avoir à l'esprit quand on discute du télétravail. Qu'est-ce que j'entends par portée sociétale? C'est que le télétravail, donc, il impacte la socialisation de l'individu par le travail. Quelqu'un qui est en télétravail, il est désocialisé. Il impacte énormément quelque chose qui est fondamental sur le plan sociétal, qui est le trajet domicile-travail, où on voit au travers de la mobilité des enjeux considérables, des enjeux de transport, des enjeux de pollution, des enjeux de stationnement et même des enjeux économiques dont on parle beaucoup moins, qui est le commerce de proximité. Quand dans une entreprise ou dans un hôtel de ville, vous avez 200 agents et que vous les mettez 1 ou 2 jours par semaine en télétravail, pour le commerce de proximité de l'hôtel de ville, c'est la même proportion de clientèle en moins potentielle. Voilà. Donc, il y a un impact aussi sur l'économie de proximité. Voilà. Et ça me paraît absolument fondamental quand on discute dans nos organisations du télétravail, qu'on ait ce regard également sur l'impact sur l'extérieur du télétravail. Ça, c'est le premier point. Si je peux continuer en indiquant que, voilà, que pour moi, le télétravail, c'est comme Janus. Voilà, comme le dieu romain qui a un côté sympa et un côté qui n'est pas sympa. C'est-à-dire que formidable outil managérial de reconnaissance, formidable outil managérial d'autonomie, formidable outil de confiance, de bien-être des personnes, mais à côté de ça… Pas forcément, parce que il peut être générateur de risques psychosociaux également. Oui, mais ceux qui font la démarche d'aller vers le télétravail, en général, c'est pour du mieux. En tous les cas, je vois ça de cette manière, mais c'est vrai. Hein. Et de l'autre côté, il est très inquiétant aussi par le management, et encore une fois pour le management participatif, sur des questions de base, c'est comment le groupe progresse si le chef n'est pas là, comment le chef progresse si les agents ne sont pas là, et plus important, et on n'en a pas souvent suffisamment conscience quand on est manager, c'est le groupe entre eux, les agents entre eux, qui s'entraident normalement, hein, dans une ambiance normale, qui s'entraident beaucoup et qui vont travailler donc avec moins d'aide. Voilà. Donc, il y a tous ces aspects-là. Et pour terminer, sachant que j'avais mon intervention, nous, on est en évaluation des pratiques du télétravail du Covid et notamment du télétravail en ce moment. J'ai récupéré quelques informations provisoires sur un échantillon. Il semblerait, et je vous soumets ce qui ressort avec toutes les réserves d'usage, il semblerait qu'il n'y ait pas forcément la même appréciation sur l'intérêt du télétravail selon qu'on soit catégorie C ou qu'on soit cadre. Les cadres semblent avoir une propension au goût de voir mettre en place le télétravail supérieure aux agents de catégorie C. Est-ce que c'est le symptôme de quelque chose, est-ce que voilà, ou pas? Et dire également que, comme l'a dit Candice, nous avons fait du télétravail très particulier parce que non seulement c'était quasiment tous les jours, mais aussi
pour un certain nombre de personnes, c'était avec les enfants à la maison. Voilà. Et je pense que le télétravail avec enfants ou sans enfants à la maison, ce n'est pas du tout la même chose. Et il y a peut-être qui ont été faussés de cette manière-là. Voilà. Candice et Jean-Robert, brièvement sur ce sujet du télétravail, des choses. Alors, déjà, effectivement, pour moi, on n'est pas dans les conditions de télétravail. Normalement, c'est pas 5 jours par semaine, donc ça peut pas être comme ça demain. Voilà, les conditions matérielles non plus. Les femmes, je peux en témoigner avec les enfants, l'école à la maison. Enfin, voilà, c'est pas les bonnes conditions. Mais par contre, je veux dire, on a vu quand même que du coup, on a tendance à penser que ça concerne que les cadres. Nous, on a vu concrètement que ça pouvait fonctionner sur des missions de catégorie C. Alors après, à voir effectivement comment ils l'ont vécu, hein, voilà. Mais moi, c'est une question d'équilibre, quoi. Enfin, en tout cas, on ne peut pas passer à côté de ça. Il y a des enjeux environnementaux. Alors, certes, peut-être effectivement d'économie de proximité, mais il y a des enjeux environnementaux. Il y a quand même ces déplacements qui sont d'une fatigue incroyable pour les familles. Voilà, les familles monoparentales ou autres. Enfin, je trouve que c'est un vrai enjeu sociétal. Donc, ne rien faire, ça serait vraiment pour moi une erreur. Par contre, c'est une question d'équilibre et il ne faut pas que ce soit non plus que l'affaire des cadres. Et il faut que ça soit encadré parce que du surcontrôle avec la visio à 8 h du matin, non. Enfin, je veux dire, là, on perd tout le bienfait en termes de valeur. Donc, ça s'encadre, il faut poser des règles de fonctionnement. C'est du vrai travail, le télétravail. Il faut que la collectivité mette les moyens d'accès au matériel informatique, etc. Donc voilà, il y a un budget à mettre en face, il faut former les gens et il faut que l'encadrement, toute la chaîne managériale ait la bonne posture. Donc ça se met en place, quoi, ça se travaille. Mais pour moi c'est important de poursuivre, quoi, vraiment. Alors, sur cette question du télétravail, avant de passer la parole, Jean-Robert, une petite question sondage qui est posée à nos internautes, qui est une question d'ailleurs à laquelle vous pourrez répondre vous également, puisqu'il y a un véritable problème autour de la formation. Hein, c'est-à-dire, on a vu que le télétravail, ce n'est pas uniquement avoir un écran, et quand on en a un qui est correct, c'est aussi un savoir-faire et une formation sur le télétravail et les outils nécessaires pour télétravailler. Beaucoup de cadres aujourd'hui ne savent pas se servir de ces outils. Donc, question posée aux internautes, avez-vous une formation sur le télétravail et les outils nécessaires pour télétravailler? Vous répondez par oui ou par non et on soumettra votre réponse. Jean-Robert, éventuellement quelques éléments sur le télétravail? Oui, je suis d'accord avec Jean-Jacques et Candice. Le télétravail, enfin, la crise a révélé l'importance du télétravail, mais c'était un télétravail exceptionnel dans des conditions exceptionnelles. Je pense qu'il ne faudrait pas décider trop vite de la survalorisation, de la sous-valorisation du télétravail. Il faut prendre le temps de l'évaluation et mettre les moyens de formation, entre autres, si on développe le télétravail. Donc, il ne faudrait pas se baser sur cette crise pour décider trop vite. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Réponse au sondage qui est très rapide. 54% des personnes n'ont pas eu de formation ni sur le télétravail lui-même, ni sur les outils nécessaires pour télétravailler, ce qui est quand même considérable quand on voit la place qu'a tenue le télétravail et dont on attend. Un dernier point avant de vous poser encore quelques questions sur lesquelles j'aimerais bien qu'on s'arrête. Alors là, encore une fois, très brièvement, et j'en suis désolé, c'est sur cette notion de mise en réseau. Qu'on traite rapidement ce point parce que nous avions eu beaucoup de questions là-dessus. Moi, j'ai mené une quarantaine d'interviews pendant le confinement de DG, DG ou DGA de collectivités. Et c'est vrai que tous ont insisté sur ce que j'appellerais un retard à l'allumage de l'État et le manque de coordination sur les territoires. Pourtant, c'est vrai qu'on se demande qui, mieux que le service public, devrait être coordinateur justement des ressources de territoire. Quelle est votre analyse par rapport à ça et votre vécu, encore une fois, et j'en suis désolé, le plus brièvement possible? Qui veut bien commencer? Moi, je peux rapidement, j'allais dire, la mise en réseau n'existe pas formellement et en matière de procédure, c'est uniquement l'initiative. Donc, il faut tout inventer sur ce sujet. C'est-à-dire, ce n'est pas un réflexe, c'est une pratique locale
dû à des initiatives, etc. Donc, pour l'instant, la mise en réseau, ça n'existe pas. Voilà. Moi, je suis assez clair là-dessus. On peut en parler, on peut avoir des idées, mais il n'y a pas d'encadrement et d'obligation de mise en réseau. Même si le mot inter est à la mode, pour l'instant, ça n'existe pas, et notamment entre l'État, l'hospitalière et la territoriale, il n'y a pratiquement rien. Candice et Jean-Jacques, sur ce point-là, oui, Jean-Robert. Oui, non, mais Jean-Robert a bien résumé parce qu'en fait, j'étais un peu embêtée pour répondre à cette question parce qu'au final, c'est exactement ça. Ce sont les initiatives qui ont primé, donc plus ou moins vertueuses. C'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il y avait quand même des chefs de file sur des compétences identifiées, qu'on se réfère à ces chefs de file-là, mais même ça n'a pas forcément toujours bien fonctionné. Donc finalement, ce qui a fonctionné, c'est l'initiative. Donc ça pose la question alors est-ce que ça doit venir d'en haut effectivement et être structuré, ou est-ce que c'est au territoire de se saisir de la coopération? Je veux dire, au niveau des intercos, il y a la notion de bloc local, commune interco. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Les communes ont des plans communaux de sauvegarde. Est-ce que demain on organise des liens plus formels? Voilà, il y a vraiment pour le coup, il y a tout à organiser. Voilà, alors c'est vrai que les intercos ont quand même eu un rôle de réseau, puisque nous, par exemple, on s'est occupé de la distribution des masques sur tout le territoire, enfin, de les acheter. Et voilà. Est-ce que demain, on propose, en cas de nouvelle crise, d'être identifié sur certains sujets, voilà, qu'il y ait des chefs de file? Mais c'est tout à inventer, franchement. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres territoires où ça s'est passé différemment, mais… Juste rajouter, oui. Juste, oui, Jean-Jacques, un dernier point. Oui, ça donne beaucoup un goût et un sentiment d'inachevé, au sens où on a l'impression que certaines structures capitalisent l'expérience par une succession de crises identiques et finissent par mettre en place des dispositifs transversaux. Voilà. Mais dès qu'il y a un événement nouveau ou une crise nouvelle, ben on redémarre à zéro. En fait. Voilà l'impression que ça donne. Comme si là, la crise sanitaire du Covid avait un caractère totalement nouveau et qui fait qu'on ne peut pas capitaliser, on peut pas mettre en place de dispositifs en capitalisant sur les autres crises. Voilà, il y a une sorte de gestion de crise un peu en silo où on ne capitalise jamais l'expérience suffisamment pour pouvoir improviser correctement dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y en a une nouvelle. C'est ça un petit peu que je trouve déplorable. Bien, écoutez, malheureusement, on va devoir arriver à la conclusion de notre webconférence. On a eu de nombreuses questions, il y en a beaucoup auxquelles on n'a pas répondu, mais qui vont nourrir les réflexions du cercle dans les mois, les semaines et les mois à venir. Je voulais remercier évidemment Veka qui nous a permis de faire cette webconférence, Veka qui continue à vous accompagner par le biais de son service en ligne qui vous permettra de poser des questions directement et d'obtenir des réponses. Remercier également notre mécène contributeur, parce que le cercle aussi a un modèle économique, si je puis dire, avec un mécène qui contribue aussi au contenu, qui est en l'occurrence Sofaxis. Et puis surtout, vous remercier tous les trois, Candice, Jean-Robert et Jean-Jacques, pour votre disponibilité, la liberté de vos propos. Et on voudrait que ça continue, mais malheureusement, nous sommes obligés, comme on dit, de rendre l'antenne. Donc, à bientôt. Je précise que le 7 juillet, il y aura une webconférence spécifiquement sur les questions de télétravail, uniquement sur ce sujet-là. À très bientôt et merci à tous. Merci. À bientôt.